Bonjour à toutes, parce que je pense qu'il y a juste des femmes. Il y a un homme, mais on va faire une généralisation féminin. Sûr. Donc, je me présente, je m'appelle Karine Forget, je suis accompagnante à la naissance, mais aussi je suis candidate à la maîtrise en études québécoises. Puis, dernièrement, j'ai participé à un colloque dans lequel je présentais mes études, puis j'ai reçu une mention spéciale. Fait que je me suis dit que peut-être il y a d'autres gens, d'autres accompagnantes qui seraient intéressés à voir cette communication-là. Donc, je reprends un peu la même communication que j'ai faite. Je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir le PowerPoint. Alors, c'est parti. Donc, la variation de la normalité et la médicalisation des grossesses gémellaires. Je vais vous faire une présentation aujourd'hui en 4 points. Le premier point, ça va être les mères de jumeaux. Ensuite de ça, je vais vous parler de la variation de la normalité. Ensuite de ça, je vais vous présenter mon projet de maîtrise. Puis, je vais finir avec des résultats préliminaires de mes recherches. Ensuite de ça, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. La présentation devrait durer à peu près une vingtaine de minutes. Mais si après, il y a des questions, on peut faire durer ça. On peut faire durer l'événement 1 heure. Là. Moi, je n'ai pas de problème. Ça dépendra là, des questions que vous aurez. Donc, voilà. Tout d'abord, les mères de jumeaux. Le colloque auquel j'ai participé s'appelait Identité et marginalité. Donc, il fallait que je trouve une espèce de twist pour parler de la gémilité à travers l'identité et la marginalité. Je vais vous avouer que c'était pas super facile. Par contre, j'ai réussi à trouver quand même un angle. Si la gémilité a longtemps été un angle de prédilection pour parler d'identité, ça n'a jamais été associé pour autant à la marginalité. Pourtant, les femmes qui portent des jumeaux se sont senties très souvent marginalisées. Alors, elles ont créé des groupes sociaux sur Facebook, entre autres. Elles ont senti le besoin de se regrouper pour se reconnaître, se faire reconnaître comme étant des mères qui portent la vie en dos, mais qui portent aussi la mort en même temps, tellement les risques sont mis de l'avant pendant une grossesse gémellaire. Donc, elles se sont regroupées pour se réconforter, s'informer, en d'autres mots, s'identifier. Donc, pendant qu'elles se rencontrent, la normalité devient un sujet fort. Sur les groupes sociaux, les mères de jumeaux s'inquiètent pour savoir, est-ce que mon médecin il est assez proactif? Est-ce qu'il n'est pas assez proactif? Elles vont se comparer l'une l'autre avec leur suivi. Et il y a des fois des femmes qui vont trouver que le médecin il est trop intense dans le suivi. Des fois, ça va être le contraire. Et là, la normalité devient vraiment un sujet fort dans les communications. La nature du groupe, qui est celle d'informer, donc devient centrale. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, admettons que la ligne noire, c'est ce qui est considéré comme normal dans les manuels d'obstétrique. C'est ce qu'on a ciblé comme étant la normalité. On a le médecin numéro 1 qui, lui, va tolérer une variation de la normalité un peu en haut, un peu en bas de la normale, mais c'est sa zone grise, c'est ce qui reste dans la normalité. Tant que ça reste autour de la ligne noire, pour lui, il n'y a pas de problème. Il y a un deuxième médecin qui, lui, va avoir une tolérance à la variation de la normalité beaucoup plus large. Lui, sa zone grise est plus large. Puis, tant qu'on est proche de la ligne, il n'y a pas de problème, mais lui, ça y va vraiment plus large. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Le problème, ça vient quand nous, on est l'étoile et que là, on voit ces deux médecins-là qui nous disent chacun leur discours. Parce que là, pour l'étoile qui est là présentement, pour le médecin numéro 1, elle n'est plus dans les normes, mais pour le médecin numéro 2, elle est encore en masse dans les normes. Alors, ça devient une source d'inquiétude. C'est déstabilisant pour les mamans qui voient beaucoup de médecins différents pendant le suivi gémellaire et qui parlent avec d'autres mamans sur les groupes sociaux. Les mamans deviennent très vite anxieuses. Mais on perd de vue quelque chose de super important à travers tout ça, c'est que si on est l'étoile rouge, les deux médecins s'entendent pour dire que là, c'est plus dans la norme.
On va prendre un exemple super concret, l'estimation du poids des bébés pendant la grossesse gémellaire. Donc, on fait ça par échographie. Puis, normalement, la norme qui a été ciblée, c'est ne faudrait pas qu'il y ait plus que 20 de différence de poids entre les jumeaux. Donc, il y a des médecins, des fois, que dès 20 de différence de poids, ils vont référer à Sainte-Justine pour aller faire une vérification. Il y en a d'autres, ils paniqueront pas tant qu'on n'est pas rendu à 25, 26. Mais là, les mamans, elles se parlent entre elles sur Internet. Là, moi, j'avais 19 de différence de poids, puis mon médecin, il ne voulait pas pris de chance. Il m'a envoyé tout de suite à Sainte-Justine. Puis là, il y en a un autre, elle dit hey, moi, j'ai 26, puis il ne m'a pas encore envoyé à Sainte-Justine. Bien, tout le monde oublie que les vrais dommages, ils arrivent, et ça, tous les médecins s'entendent, c'est à 40 que ça arrive. Mais ça, on n'en parle pas parce qu'on dit la norme, c'est 20. Mais on oublie que la vraie pathologie, elle arrive à 40 Donc, c'est un exemple qui nous fait voir que la variation de la normalité n'est pas nécessairement une complication. Pardon, je suis en train de me mêler dans mes affaires. Donc, c'est ça. Ce que je viens de faire, c'est ça vous a illustré qu'une variation n'est pas nécessairement une complication, pas plus une grossesse gémellaire est une pathologie en soi. Une grossesse gémellaire, dans le fond, c'est une variation de la normalité. La normalité, c'est d'avoir un seul bébé, mais des fois, il y a une variation qui fait qu'on en a deux. Oui, ça devient plus souvent pathologique quand on a une grossesse gémellaire, mais la grossesse gémellaire en tant que telle, elle n'est pas pathologique. Enfin, c'est ce que moi, je crois. C'est un phénomène qui n'est pas exclusivement gémellaire. On a vu le concept de grossesse à risque arrivé dans les années 60-70. Il a été popularisé vraiment dans les années 80, le concept de grossesse à risque. Et c'est là que on s'est mis à faire des protocoles plus stricts. Les femmes étaient envoyées, dans le fond, dans les cliniques de grossesse à risque élevé dans le but de faire diminuer la mortalité infantile et périnatale et maternelle également. Donc, c'est un but qui est très louable, c'est sûr, sauf que ça l'a amené à faire des protocoles qui sont rigides, qui sont imposés aux femmes, toujours avec la même phrase, c'est parce que c'est des jumeaux, madame. Donc, la gémilité devient une raison pour empêcher les femmes de vivre leur grossesse et leur accouchement comme normal parce que c'est des jumeaux et non pas parce qu'il y a une pathologie. Moi, ça, c'est ce que j'appelle la discrimination gémellaire. J'ai fait une petite enquête orale en 2016 et il y a une phrase qui revenait très, très, très souvent dans les commentaires qui m'a beaucoup frappée, c'est la plupart d'entre elles, les femmes qui ont commenté, elles ont dit « J'ai eu un bel accouchement ». Elle a une petite pause, puis rajoute « pour des jumeaux ». Autrement dit, si elle avait eu un seul bébé, elle n'aurait pas toléré les conditions dans lesquelles elle a accouché. Mais parce que c'est des jumeaux, madame, ben là, on accepte plus de choses parce qu'il y a plus de risques. Donc, moi, c'est ça que je questionne avec mon mémoire de maîtrise, dans le fond. Une bonne manière d'éviter la discrimination gémellaire, c'est de faire comme Stéphanie Saint-Amand l'a proposé dans sa thèse de doctorat et de prendre une perspective from the bottom up, c'est-à-dire de partir des femmes pour déterminer qu'est-ce qui est risqué ou pas. Autrement dit, le sentiment de sécurité devrait partir des femmes et non pas des institutions. Donc, voici la norme. Toi, tu es confortable à partir de quel pourcentage de poids qu'on intervienne ou pas, en sachant que 20 c'est la norme, mais que les réels problèmes arrivent à 40 Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse là-dedans? Et là, il me semble qu'on parle vraiment d'une grossesse gémellaire respectée. Et c'est super important en considérant la sécurité tant des mères que des bébés. Parce que quand on utilise la phrase « c'est parce que c'est des jumeaux, madame », ça fait en sorte qu'on oublie la sécurité des mères pour ne parler que de la sécurité des bébés. Or, la sécurité psychologique des femmes est tout aussi importante, sinon plus, parce qu'une mère en santé psychologique va donner nécessairement un bébé qui va être en santé psychologique aussi. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Je vais vous parler de mon projet de maîtrise. Mon objectif, c'est d'historiciser la norme gémellaire. Donc, autrement dit, essayer de comprendre comment la norme gémellaire s'est construite.
Je fais ça dans un contexte qui est plus large de la médicalisation de la grossesse et de l'accouchement au Québec. Ma question de recherche, c'est est-ce que la grossesse gémellaire a joué un rôle spécifique dans le processus général de médicalisation de l'accouchement entre 1930 et 1980? Je pars de la médiatisation du cas des jumelles Dionne. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui les jumelles Dionne, c'est des quintuplettes identiques qui sont nées en 1934 et dont le cas a été extrêmement médiatisé et instrumentalisé aussi. Je pourrais faire une conférence juste sur les jumelles Dionne, mais je ne le ferai pas. Mais donc, pour mon mémoire, je débute ma période avec les jumelles Dionne et moi, je postule que la médicalisation de leur cas a fait en sorte qu'on a peut-être médicalisé un petit peu plus la gémilité. En tout cas, il y a eu peut-être un lien entre la médicalisation du cas des jumelles Dionne. Ensuite de ça, jusqu'à la fin de ma période, c'est le début du mouvement de l'humanisation des naissances dans les années 80. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette époque-là. Mon hypothèse, c'est que de 1930 à 1980, les accouchements gémellaires ont continué de véhiculer l'image qu'on a entre le médecin et la grossesse gémellaire. Autrement dit, que l'accouchement gémellaire se fait avec un médecin et non pas avec une sage-femme. Relation qu'on a encore aujourd'hui, qu'on fait encore aujourd'hui. Et ce, à travers une gestion du risque toujours de plus en plus technique, généralisante, qui donne un nouveau rôle aux médecins dans leur relation avec les femmes et qui engendre parfois des violences obstétricales. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de parler beaucoup de violences obstétricales, mais ce sera quelque chose que je pourrais peut-être évoquer un peu plus dans la période de questions. Mais donc, je voulais quand même le nommer parce qu'en gémilité, c'est quand même assez important. Il y en a beaucoup quand même, des violences obstétricales. J'ai quelques objectifs spécifiques, je vais les passer rapidement. D'abord, je vais identifier la norme gémellaire et sa construction, ça je l'ai dit. Je veux apprécier le cadre technique dans lequel prend place cette norme. Autrement dit, dans la pratique, comment cette norme-là a été appliquée. Et je veux reconnaître les représentations dans l'espace public des normes et des pratiques. Autrement dit, dans les médias grand public, comment on a véhiculé toute l'image de la gémilité, l'image de la norme, l'image de la pratique de cette norme-là. En histoire, on travaille avec des sources. Donc, j'ai 4 types de sources. Mon premier type, c'est les sources normatives. C'est tout ce qui a servi à créer la norme. Donc, je parle de manuels d'obstétrique, d'articles scientifiques, directives gouvernementales, directives de la SOGC, tous les documents dans l'histoire qui ont servi à établir la norme. Ensuite de ça, je suis allée chercher des documents utilitaires. J'ai essayé, en tout cas, d'aller chercher des documents utilitaires parce que c'est pas facile, parce que présentement, les hôpitaux, ils ont autre chose à faire que d'aider une historienne à trouver des documents dans les hôpitaux. Donc, j'ai pas vraiment accès aux hôpitaux actuellement à cause de la COVID et tout ça. Il a fallu que je me revire de bord et j'essaie de trouver une autre façon de voir comment la norme elle a été appliquée. J'utilise aussi des sources médiatiques. Ça, c'est dans tous les journaux, dans le fond, les journaux grand public comme la presse. Et des sources orales. Je vais avoir un certificat d'éthique très bientôt. En tout cas, je croise les doigts. Là, la demande a été faite. Ça devrait passer très bientôt. Et je vais faire cet été une enquête orale auprès des femmes qui ont accouché de jumeaux entre 1930 et 1980, mais aussi les jumeaux en tant que tels qui sont nés en 1930 et 1980 pour qu'ils puissent raconter ce que leur mère leur a raconté sur leur accouchement. Et c'est par là que je vais, de façon détournée, trouver comment a été mise en pratique l'application de la norme gémellaire. C'est avec mes sources orales. Maintenant, le vif du sujet, mes résultats préliminaires. J'ai déjà, je peux d'ores et déjà affirmer quelques petites choses avec les recherches que j'ai faites jusqu'ici, bien que je n'ai pas terminé encore. Tout d'abord, avant les années 50, la grossesse gémellaire était considérée comme eutocique. Eutocique, ça veut dire normale. Avant 1950, dans les manuels d'obstétrique, il y avait vraiment une section où est-ce que c'était écrit
grossesse eutocique, puis il y avait une section grossesse dystocique, et la grossesse gémellaire était dans la section eutocique. À partir de 1952, la partie gémellaire dans les manuels d'obstétrique se retrouve dans la section des dystocies. Donc là, ça devient une complication. Et on a une date. On a vraiment, à partir de 1950-1952, on voit cette différence-là et c'est à couper au couteau. C'est très, très clair quand on regarde tous les manuels d'obstétrique. J'ai fait un recensement. Vous voyez ici un tableau sur les 20 manuels d'obstétrique que j'ai étudiés. On voit que vraiment, jusqu'en 1950, la grossesse est dans la section eutocique normale. Puis tout de suite après, bien là, ça devient dans les complications, dans les pathologies, les anomalies, des grossesses à risque, tout ça. Donc, il y a vraiment un moment où ça devient une pathologie. J'ai étudié d'autres aspects aussi dans les manuels d'obstétrique. J'ai regardé l'échographie à partir de quand c'est arrivé. Bien, on voit que c'est arrivé à partir des années 70 où on a commencé à utiliser l'échographie pour diagnostiquer la grossesse gémellaire. Par contre, pour comprendre comment les bébés étaient positionnés dans la bédaine, on utilisait les radios, les rayons X encore jusque dans les années 80. Parce que l'échographie n'était pas assez précise pour connaître la position des bébés. Donc, les rayons X, on les a utilisés très longtemps, jusque tard dans les années 80. Le monitoring en continu, en gémellité, on l'a utilisé à partir du moment où on a inventé le concept de grossesse à risque, c'est-à-dire dans les années 80. Une autre chose que je peux affirmer par rapport à mes recherches, c'est que les médecins avaient tendance à ne pas croire les femmes qui se disaient enceintes de jumeaux. Il y avait souvent des erreurs de diagnostic. Puis c'est vraiment avec l'arrivée du concept de Gard que le diagnostic gémellaire est devenu important. Avant qu'on invente le concept de grossesse à risque élevé, c'était plus ou moins important de diagnostiquer la gémellité. Tout d'abord, avant 1950, ce n'était pas une complication, donc c'était quelque chose de normal, donc on ne s'en faisait pas avec ça. On accouchait, premier bébé sort, puis là, on se rend compte, oh, il y en a un deuxième, bon, c'est pas plus grave que ça, on attrape ce qui sort et ça se terminait comme ça. Il y avait des complications quand même qui se présentaient, là, mais je n'embarquerai pas dans ça pour tout de suite. Mais tout ça pour dire que le diagnostic n'était pas vraiment considéré comme important. C'est vraiment à partir des années 70-80 où là, le diagnostic est devenu plus important. Puis c'est aussi à cette même époque-là que la technologie est devenue accessible pour faire ce diagnostic-là. Le caractère spectaculaire primait dans les médias et le médecin, sa performance était mise de l'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que avant 1950, dès qu'on annonçait une grossesse gémellaire dans les journaux, on disait quelque chose comme Madame une telle a accouché de 2 jumeaux en santé, telle date, à tel endroit. À partir de 1950, c'est plus le discours qu'on tient. Le discours change et là, c'est Docteur un tel a présidé à la naissance des jumeaux de Madame une telle. Là, la performance médicale devient centrale. Puis encore là, c'est les années 50, le moment charnière. Ça, c'est pas surprenant, mais mes recherches l'ont confirmé. Le taux de grossesse à risque élevé a augmenté nettement avec les années, sans pour autant que le nombre de grossesses augmente. J'ai un petit tableau ici qui le démontre. Donc, à droite, on voit des hôpitaux de Montréal. On voit le nombre d'accouchements par hôpital et on voit que c'est quand même assez stable. On voit qu'à Sainte-Justine, ils sont vraiment hors catégorie avec beaucoup, beaucoup d'accouchements et les autres sont à peine au seuil du 2000 accouchements par année qui est considéré comme étant la norme pour un bon hôpital à cette époque-là. Mais encore aujourd'hui, je pense. Là. Mais ces chiffres-là, je ne l'ai pas dit, ça parle des années 70. Donc, dans les années 70, on voit qu'il y a un nombre d'accouchements qui est assez stable. Par contre, si on va à côté, on voit qu'il y a une nette augmentation des grossesses à risque élevé. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a ici la ligne bleu pâle qui est Saint-Luc. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, dans les années 70, mais déjà, il était à 30% de grossesse à risque élevé. Ils ont monté jusqu'à plus que 50%, puis après ça, ils sont redescendus
à moins de 30%. Il s'est passé quelque chose avec les protocoles à Saint-Luc à cette époque-là. Je ne pourrais pas dire quoi. Par contre, chez les autres hôpitaux, on voit vraiment que la tendance est à l'augmentation. Le processus de médicalisation a été bien documenté par les historiennes, les anthropologues jusqu'ici. Les militantes s'en servent pour revendiquer une certaine démédicalisation de la grossesse normale. Ma contribution, j'espère, va faire en sorte qu'on va attirer l'attention sur la gémilité en particulier pour essayer de démédicaliser la grossesse gémellaire parce que ce n'est pas une pathologie en soi, que la grossesse gémellaire normale existe. Et j'espère, dans le fond, c'est ça, attirer l'attention et faire arriver le débat sur la démédicalisation de la grossesse gémellaire. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté blablater jusqu'ici. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Oups, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main comme ça ou utiliser l'option lever la main, puis Étienne va vous donner la parole. Ah, mais il n'y a pas de main pour lever la main. Fait que moi, non? Bon. Alors, moi, je trouve ton sujet de recherche extraordinaire, mais vraiment extraordinaire parce que bon, je suis un petit peu plus âgée, il y a peut-être quelqu'un dans un coin là, mais moi, ma grand-mère a eu 2 fois des jumeaux à domicile. Oh! Faut qu'on se parle. Hein? Faut qu'on se parle, c'est sûr, dans mon enquête orale. Oui, puis dans les premiers jumeaux qu'elle a eus, elle me racontait tout le temps que les bébés ont sorti 3 pieds. Il y avait 3 pieds qui sortaient. On a remonté, comme on dit, ma grand-mère a dit, on a remonté la gang. Le premier bébé est sorti par les pieds, le deuxième s'est tourné, puis il est sorti. La fille est sortie en premier, puis Georges est sorti en deuxième. Elle a eu un deuxième couple de jumeaux. Puis ma tante, sa fille, a eu des jumelles aussi. Elle est à Trois-Rivières, puis ma tante est toujours en vie, puis ses filles aussi. Fait que moi, je pensais... oui, on peut se parler, Karine. Puis, c'est ça, elles sont à Trois-Rivières, ma tante et mes cousines. Puis, je suis pas mal sûre que si tu as besoin de témoignages, c'est toute une famille, là. Tu sais, la mère et les 2 filles, je pourrais peut-être t'organiser quelque chose. Ah, ben je serais preneuse, c'est certain. Oui, vraiment. Un gros merci. Ben, moi aussi, je crois à la normalité des jumeaux, là, surtout avec l'histoire de ma famille, de ma grand-mère. Super. Il y avait Sophie. Sophie. Ouais. Allô. À toi. Dans le fond, moi, c'est ça, je me demandais là, par rapport aux violences obstétricales que tu as survolées, puis tu as dit que tu pouvais donner un peu plus de détails peut-être durant les questions. Fait que moi, ça m'intéressait de ce côté-là. Puis j'avais aussi une autre question. Dans le fond, j'avais déjà lu, là, tu sais, dans des livres là, comme Partir pour la famille, puis des choses comme ça, là, que dans le fond, il y avait quand même comme, tu sais, mettons, dans les années 30-40, là, on racontait quand même que des jumeaux, c'était rare que les 2 survivaient, puis des choses comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui est plus dans les légendes orales, puis qu'est-ce qui était dans vraiment dans la réalité, mais je sais pas si tu as plus d'informations là-dessus. Est-ce que c'était vraiment plus à risque ou dans le fond, il y avait beaucoup, beaucoup de jumeaux qui naissaient totalement en santé, les 2, là? C'était ça mes questions. OK. Bien, je vais commencer avec la mortalité gémellaire. Dans le fond, il y a une augmentation des jumeaux d'abord. Tu sais, avant les années 80, on avait 1% des grossesses qui étaient gémellaires. Maintenant, on est à 3%.
à peu près. Donc, il y a vraiment une augmentation. Ça, c'est dû à plusieurs aspects, entre autres, le fait que les femmes ont leur bébé un peu plus tard. Donc, on a plus tendance à double ovuler, puis c'est là que ça donne des jumeaux. Il y a le poids des femmes aussi qui vient en ligne de compte. La consommation d'acide folique qui fait en sorte qu'on a plus de jumeaux. Puis aussi, les traitements de fertilité, ça fait en sorte qu'on a plus de jumeaux aujourd'hui. Cela dit, la mortalité gémellaire a toujours été un petit peu plus élevée que pour les cinglotons. Les cinglotons, c'est un seul bébé. Mais par contre, c'est pas hallucinant. C'est pas, là, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Dans mon mémoire, ils vont être plus précis, les chiffres, là. Mais je te dirais que c'est quelque chose comme 12%. Tu sais, dans les années 30-40, là. C'était pas, c'est élevé, mais c'était pas, on parle pas de 80% des jumeaux qui mouraient, là. C'est pas ça pantoute, là. Il y avait plus de risques, effectivement. Il y avait plus de mortalité, mais c'était pas hallucinant non plus. Ton question par rapport aux violences obstétricales, dans le fond, ce que je vais aborder dans mon mémoire, ça va être d'abord la définition de ce que c'est une violence obstétricale. Puis là, j'ai fait des lectures sur le sujet. Il y a Lévesque et autres qui a fait un texte vraiment super intéressant. Il y a Lahaye aussi qui a fait un livre vraiment intéressant sur... ça sera dans le texte que je vais vous fournir. Là, les références seront là. Vous pourrez voir pour aller faire des lectures un peu plus. Là. Mais dans le fond, ta question exacte, c'était quoi par rapport à la violence obstétricale? Ben dans le fond, quel genre d'action ou de geste que les médecins posent sous couvert de justement, c'est parce que c'est des jumeaux qui sont en fait violents et peut-être inutiles. Ouais. Dans le fond, pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on justifie ça par des jumeaux, dans le fond? Bien, il y a beaucoup de choses. Il y a le monitoring en continu qui est imposé aux femmes qui ont des jumeaux. C'est non négociable, puis on a beau tout faire. Là, au niveau des droits des femmes enceintes, on est en 1980 pour les gémellaires. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de prendre de bain. Péridurale obligatoire, poussée en salle d'op, obligatoire dans beaucoup d'hôpitaux, beaucoup trop d'hôpitaux, je trouve. C'est le genre de violence obstétricale qu'on peut voir quotidiennement. Tu sais, j'ai souvent vu, j'ai même vu à un moment donné du monitorage continu interne obligatoire pour bébé 1, que c'était la norme, puis que c'était non négociable. J'ai vu plein de choses dans ce niveau-là, puis à chaque fois, la phrase, c'est tout le temps, mais c'est parce que c'est des jumeaux, ou bien c'est pour la sécurité de tes jumeaux. Genre, l'accompagnante à la naissance, là, oublie ça, accompagner une maman qui accouche de jumeaux, ça se fait en salle d'op. Ils nous mettent dehors. Fait que c'est tout le temps comme ça. C'est parce que c'est des jumeaux, il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'obtenir, comme des cinglotons, par exemple. Mais c'est-tu parce que je sais pas, est-ce que dans la littérature scientifique, le risque d'aller en césarienne d'urgence est plus élevé? Tu sais, si on leur empêche de manger, si on force la péridurale, j'imagine que ça doit être parce qu'elle est déjà posée en cas de césarienne. Y a-t-il vraiment plus de césariennes d'urgence dans des grossesses gémellaires ou? Je te dirais que oui, il y a plus de césariennes. Par contre, est-ce qu'elles sont toutes nécessaires? Ça, c'est la grosse question qu'on peut se poser. Il y en a plus parce qu'ils sont plus portés à en faire plus. Puis, ils sont très frileux, ils sont très proactifs dans la césarienne. Ils vont y aller très facilement. Puis, ça dépend aussi des régions. Comme à Québec, oublie ça, accoucher d'un jumeau 2 s'il n'est pas en tête. Il faut que les 2 bébés soient en tête à Québec. À Montréal, il faut juste que le bébé 1 soit en tête. Il y a des divergences comme ça parce que les médecins sont plus confortables à faire des césariennes. Il y avait Géraldine. Tu avais une question? Oui, bonjour. Attends, je vais enlever ma petite main. Voilà.
Allô, moi je suis accompagnante à la naissance à Montréal. Et puis dans mon parcours, j'ai déjà accompagné 3 grossesses gémellaires. Donc j'ai été présente à l'hôpital pour ces 3 mamans. Ma question, et ensuite j'aimerais revenir sur ce que tu disais tantôt. Je te pointe là parce que tu es là dans mon écran. Ma question, c'est sur quoi on peut s'appuyer quand on parle aux parents pour leur dire « va voir tel écrit, c'est écrit que c'est comme ça ». Est-ce que la SOGC ou l'INSPQ a des paragraphes pour les grossesses gémellaires, ou est-ce qu'il y a d'autres organismes ou des lectures ou sur lesquelles les parents peuvent s'appuyer pour discuter avec leur médecin? Parce que tantôt, tu disais, tu généralisais sur pas de péridurale, pas de droit de boire et manger. Moi, j'ai acheté ton Gémélicourt il y a peut-être 3 ans. Puis tu l'expliques très très bien, et c'est comme ça aussi que je le dis aux parents, c'est que on normalise la grossesse, on peut faire pareil qu'une grossesse normale. Donc moi, j'ai déjà accompagné une maman qui n'a pas voulu de péridurale et qui n'en a pas eu. C'est sûr que moi, ma question, ce serait plus, le monitoring en continu, sur quoi elle pourrait s'appuyer pour dire « donne-moi un break », comme pour une grossesse où ils considèrent comme un déclenchement, par exemple, non, il te faut le monitoring en continu. Ça arrive quand même qu'ils vont le donner 20 minutes à la maman pour lui donner un break parce qu'elle est tout le temps en continu et que le bébé va bien. Est-ce qu'il y a un écrit qui dit que pour les jumeaux, on peut faire ça également, ou il n'y a rien encore qui existe pour que les parents puissent se baser? Parce que c'est ça, en gros, qui donne confiance aux parents, parce qu'on a beau les accompagner, leur donner confiance, les médecins sont très forts pour leur faire perdre la confiance qu'ils avaient accumulée, et ensuite, ils s'en remettent à eux parce que finalement, ils ont perdu les mots et ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Oui. Il n'y a pas grand-chose, je te dirais. Les seuls écrits qu'il y a, c'est les Gémélicourt que j'ai écrits il y a quelques années. Moi, personnellement, quand je suis tombée enceinte de mes jumeaux en 2010, j'ai cherché des écrits pour pas contredire, mais juste contrebalancer l'information qu'on me donnait, parce que moi, la réponse, c'est parce que c'est des jumeaux, madame, ça n'a jamais été suffisant. Je voulais savoir pourquoi, puis je voulais vraiment aller plus loin. Puis c'est sur cette base-là que j'ai écrit les Gémélicourt. Puis j'ai essayé de documenter le plus possible avec des lectures que j'ai faites sur la SOGC, sur le William obstétrique, sur un peu partout ce que je pouvais trouver. Mais un recueil où est-ce que ça n'existe pas vraiment. Par contre, au niveau du monitoring, il y a un document de la SOGC qui dit que ça ne change pas l'issue de la grossesse gémellaire. Pas gémellaire, pardon, ça ne change pas l'issue de la grossesse, peu importe si on fait le monitoring en continu ou pas. Donc, que ce soit des jumeaux ou pas, ça ne change rien. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, en gros, tout comme une grossesse normale où il n'y a pas besoin, si ce n'est pas un déclenchement de monitoring continu, ils n'ont pas le droit, parce qu'on s'entend que la femme enceinte a des droits quand elle accouche, donc ils n'ont pas le droit de lui imposer. Si elle a envie de dire non, je ne veux pas le monitoring en continu, elle a le droit de mettre le point sur la table, quitte à se mettre à dos les médecins, puis on sait qu'il y a des mamans qui en sont capables. Et à ce moment-là, il n'y a pas plus de danger pour une autre grossesse. Non, c'est ça. C'est selon les chiffres qu'on a sortis à ce niveau-là, c'est un peu la même chose que pour les grossesses simples, dans le fond. Parfait. Merci beaucoup. Ça te répondait-tu à ta question? C'est correct? Il y a Sophie, ta main est encore levée. T'avais-tu une autre question? Non. OK. Est-ce que non, j'ai juste oublié de la rebaisser, excuse-moi. C'est bon. Y avait-tu... Ah, Sandra, à toi. Oui, bonjour. Bonjour. M'entendez-vous? Oui.
Salut, je veux dire, Karine, merci beaucoup pour ton livre des Ombilico. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour ma grossesse gemellaire. J'ai accouché l'année passée, le 26 juin. Mes jumeaux vont avoir 1 an le mois prochain. Moi, c'est des jumeaux identiques. Fait que ça a été difficile. Mais tu sais, c'est mes numéros 4-5, OK? J'ai tout le temps accouché super bien, gros, tu sais, des accouchements vaginales en maison de naissance. Fait que puis j'ai eu un cours d'accompagnement à la naissance aussi. Puis, donc, j'étais bien outillée pendant ma grossesse pour mon accouchement. Je savais où aller chercher mes informations. Mais par contre, les monodies. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si vous en avez parlé pendant la conférence. Je suis arrivée un peu en retard. Je me demandais si tu avais des histoires de succès ou des compromis qui avaient fonctionné pour des monodies, tu sais, vu que c'est pas des... Ça peut être un peu plus compliqué, tu sais, quand ils sont identiques. Dans mon parcours, j'ai pas eu la chance là, d'accompagner des monodies. Puis c'est sûr que quand c'est des monodies, ils sont plus stressés, ils sont plus stressants. Puis il y a la différence de poids qui devient comme hyper importante là. Puis ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Puis ça dépend de chaque médecin, ça dépend de chaque parcours, ça dépend de tellement de choses. Il faut être bien outillé quand on fait face à une grossesse gémellaire, je pense. Puis, je suis contente que tu aies été outillée puis que mon livre t'ait aidé à ça. Donc, ça répond à ta question un peu? Ben, c'est ça, je voulais savoir ton expérience par rapport à ça, mais c'est pas mal qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que j'ai pris de ton livre ici, que c'est plus des jumeaux Didi, qu'ils sont plus ouverts à faire des compromis. J'ai été capable, grâce à ton livre, j'ai vu qu'il y avait plein d'histoires de succès avec des Didi, puis que c'était comme une variation normale, une grossesse, vraiment une grossesse gémellaire, tu sais. Mais avec des jumeaux identiques, c'est comme un autre niveau. Mais j'étais capable de faire des compromis quand même avec ma gynécologue. Je me suis fait référer à une gynécologue qui était plus bienveillante, puis une notion plus d'égalité, tu sais, entre patients, docteurs, une jeune gynécologue aussi, tu sais. Elle m'était référée par la maison de naissance, fait que, tu sais, c'est comme, c'était une valeur-là que j'ai, tu sais. Mais quand même, tu sais, c'est le fait que j'ai dépassé, je suis vraiment contente, je les ai portées jusqu'à mon 37 semaines. Cool. Ouais. Fait que, tu sais, c'était une grosse affaire. Là, elle ne voulait pas se rendre plus loin. Ben, dans la 36e semaine, tu sais. Fait que je me suis, jusqu'à la fin de ma 36e semaine, elle me laissait me rendre là dedans. Plutôt, ils ne veulent pas. Puis, tu sais, j'ai vraiment fait travailler. Puis ça a fonctionné. Regarde, tes jumeaux identiques. Puis je me suis quand même rendue là. Mais par contre, vu qu'ils n'étaient pas bien placés, genre, il était, tu sais, le lock là, des mentons, il était dans cette position-là. La seule position. Oh mon Dieu, ils ont dû capoter ben raide. Ah ouais. Moi, j'étais comme, je vais les accoucher, je suis capable, je le sais, j'ai tellement des gros bébés, j'ai pas de problème, c'est des jumeaux, des petits pets, là. Mais là, c'est la position, j'ai dépassé le terme pour des jumeaux, tu sais. Fait que là, césarienne planifiée, j'étais comme, OK. Tu sais, je me suis laissée aller là-dedans, puis comme... Tu sais, j'ai pris une décision pensée, tu sais, à me laisser le temps, à la plage Sainte-Justine. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Tu sais, est-ce que vous l'avez déjà fait? Si ça aurait été fait, est-ce que vous l'auriez fait? Il l'aurait fait, ça aurait été fait. Tu sais, fesse, il l'aurait fait. Mais la seule position, c'était la position que mes bébés étaient dedans qu'ils ne pouvaient pas faire. J'allais le voir le chiro, comme toutes les méthodes de tourner les bébés, là. Mais c'est ça, fait que je voulais vous dire, ça se fait, tu sais. Même avec des jumeaux identiques, on peut arriver à un compromis. Tu sais, elle me disait, OK, la péridurale, je peux te le faire, là, tu sais, la suggestion que tu avais donnée dans ton livre de faire une péridurale mais qui n'injecte pas tout de suite. OK, oui, OK. Il n'injecte pas tout de suite. Juste le mais il n'injecte pas le médicament tout de suite. Il l'a injecté seulement à la poussée, le médicament pour geler. Puis elle avait été d'accord avec ça, puis son équipe aussi était d'accord avec ça, mais c'était comme, faut que je discute avec mon équipe, tu sais. Mais elle était d'accord avec ça. Fait que j'étais comme, j'étais à l'aise avec ça. Tu sais, je ne fais pas une docteur qui n'était pas à l'aise avec ça non plus, tu sais. Ouais.
On ne veut pas leur C'est important forcer pour non moi. plus. Non, tu sais, quelle ambiance que tu as là après. Ouais, c'est ça, Puis, tu c'est ça. sais, c'est comme, puis là, ils vont juste se tourner contre moi, tu sais, ils vont juste pas le faire, quoi, tu sais. Fait que j'étais bien contente avec le suivi que j'ai eu aussi, là. Fait que je voulais te prendre le moment de te remercier puis vous faire part de moi, mon expérience que j'ai eue avec ça, ma grossesse générale, mon accouchement. Un gros merci pour ce partage-là. C'est vraiment le fun. Puis c'est le fun de voir. Fait que finalement, ils l'ont fait, l'accouchement vaginal siège-tête? Non, finalement, Non, c'était une ça a été césarienne planifiée. césarienne, Mhm. OK. OK. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois personne d'autre. Ah, Sylvie qui lève la vraie main. Oui. Ben non, tout ce qu'il y a dans les images, c'est le pouce. Le pouce, puis taper des mains. Ah, bizarre. Fait que je peux toujours mettre ça, mais Ah, il n'y a pas de problème. fait que, ouais, je vais l'enlever. C'est ça, ça s'enlève-tu? Bon. Oui, est-ce que tu vas faire dans ton mémoire le parallèle entre la médicalisation puis c'est comme la médicalisation des grossesses? Parce qu'on voit qu'il y a un bascule. Puis quand j'ai fait mes cours à l'université puis que j'ai regardé l'histoire, j'ai lu un livre ici, Birthing in Canada, jusqu'en 1950. Puis jusqu'en 1950, il y avait encore une grosse proportion d'accouchements à domicile. Oui. Puis il y a eu une bascule pour la plupart des grossesses. Est-ce que tu vas faire ton parallèle entre les deux? Oui, parce que je commence en 1930, puis je vais jusqu'en 1980. Donc, vraiment, je vais voir le moment de bascule où est-ce qu'il y a un transfert hospitalier qui se fait. C'était pour toutes les grossesses. Oui. OK. Oui. Mais c'est sûr que chez les gémellaires, c'est encore plus fort. C'est peut-être les premières grossesses qu'on a transférées à l'hôpital parce que c'était plus risqué, parce que tout ça. Là. Mm-hmm. OK. Moi, ma grand-mère, elle aurait accouché dans les années 40, peut-être 45, puis un petit peu avant les années 50. Mais elles étaient endormies au chloroforme, hein? Oui. À domicile aussi. Puis est-ce que ça pouvait jouer sur la mortalité des jumeaux? Ben, je pense que oui. Ça OK. jouait sur la mortalité infantile de tous les bébés, mais possiblement les jumeaux aussi. Mais surtout que les jumeaux, en fait, le gros problème de la mortalité périnatale chez les jumeaux, c'était la prématurité. Ce l'est encore. C'est encore le problème numéro 1 de la gémellité. Sauf qu'on on a de meilleures façons de gérer la prématurité et de plus en plus, les bébés naissent prématurés et puis ils s'en sortent bien. Tandis qu'avant les années 80, je dirais, le prématuré avait très peu de chances de survie. Puis c'est pour ça qu'il y avait une plus haute mortalité gémellaire. C'est parce qu'il y a plus de prématurés chez les gémellaires. Donc, il y a une espèce de lien aussi qu'il y a entre la mortalité périnatale gémellaire et la prématurité. OK. Je pense qu'il va y avoir du fun à rencontrer ma tante si elle accepte. Elle a eu ses jumelles, elle a su qu'elle avait des jumeaux 3 semaines avant d'accoucher. Puis les jumelles pesaient 6 livres et demi. OK. Mais dans les années 40, c'est quand même bien qu'elle ait su 3 semaines voilà, d'avance. les enfants, les filles ont 50 ans aujourd'hui. Donc, ils sont nés dans les années 70. Donc, avant la péridurale, puis patati patata, c'est ma grand-mère, elle a eu un gars, une fille dans les années 40. Mais ma tante pourrait t'en parler de ce que sa mère lui a dit, qu'il y a eu des jumeaux aussi. Je serais super intéressée, c'est clair, là, oui. Parfait. Fait que tu communiques avec moi? Oui, parfait. Oui. Sophie, tu avais une autre question? Oui, ben, juste rapidement, dans le fond, avec ce que Sandra disait aussi, pourquoi exactement tu sais, elle disait, j'ai réussi à me rendre à 37 semaines, puis tu sais, je sais aussi que c'est ça,
les jumeaux sont souvent césariennes planifiées ou provoquées ou tout ça. Pourquoi on les laisse pas se rendre au terme ou tout ça? Est-ce que c'est parce que les bébés seraient trop gros ou c'est pour ça? Oui, il y a une crainte un peu irraisonnée des jumeaux trop gros. Un jumeau, c'est jamais trop gros. Voyons donc, un jumeau qui a 6 livres, c'est un gros jumeau. On veut des gros jumeaux. Une crainte en général des gros bébés. Là. On dirait que c'est la panique dès que les bébés vont être gros. Oui. Mais une des raisons pourquoi ils ne veulent pas dépasser le 37 semaines pour des monodies puis 38 semaines pour des didis, c'est il y a plusieurs raisons, mais entre autres, il y a une étude qui a été faite où est-ce qu'ils ont comparé le risque de mourir, pas le risque de mourir et le risque de ne pas mourir. Ils ont comparé le risque de mourir dans la bédaine ou dehors de la bédaine. Puis ils ont comme calculé ça pour que le moment où c'est égal les risques de mourir autant dedans la bédaine que dehors la bédaine, c'est 37 semaines. Fait qu'ils se sont dit, on a fait accoucher les gémellaires à 37 semaines. Pour moi, c'est un raisonnement qui est un peu étrange, sauf que sont convaincus que c'est la routine, puis c'est à 37 semaines, on ne les laisse pas dépasser ça, puis il faut absolument les accoucher, puis c'est le raisonnement. OK, ouais, c'est effectivement pas... En tout cas, OK, merci. C'est pas médical comme raisonnement, c'est mathématique. Oui, c'est statistique. Et des fois, les médecins, ils font plus des statistiques, ils font plus de la médecine, ils font de la statistique. Qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui n'est pas risqué? Juridiquement parlant aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour des raisons juridiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres mondes? Sandra? Oui, Sandra, vas-y. Oups, je pense que tu es sur mute. Allô? Oui, on t'entend. C'est bon. Moi, le 37 semaines, c'était aussi pour... c'était comparé aux 42 semaines dans une grossesse de singleton. Parce qu'à 42 semaines, le placenta, il a commencé, il y a des risques de se commencer à se détériorer puis à moins bien fournir pour le bébé. Même si on le sait que c'est plus dans la 41e semaine que tout le monde accouche, à 42 semaines, c'est là que c'est supposé que le placenta commence à se détériorer ou ça se peut qu'il commence à se détériorer dans la 42 semaines. Là, on sait qu'il y a des femmes qui peuvent accoucher à 42, 43. J'ai déjà entendu parler du 44. Mais tu sais, on ne les laisse pas aller là, fait que c'est ça, tu sais. Mais avec Inomé, tu sais, and the farm, puis tout, cette étude-là, en tout cas, je continue. Mais moi, c'était pour ça, le 37. C'est à cause que mon placenta, il commence à plus bien fournir pour les bébés, tu sais. Oui, ben c'est une des raisons aussi. Puis, en fait, ce qui est étrange, c'est que quand un placenta ne fait plus sa job, ce qui arrive, c'est que ça provoque l'accouchement. Fait que, tu sais, bien fait. C'est comme on laisse les choses aller, puis ça se règle, c'est physiologique. C'est vrai. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maman! Bon, ben. Okay. Ouais, y avait-tu. Je pense que c'est terminé. Ouais. Ben, je vous remercie tous, toutes, d'avoir été là. Si vous voulez continuer la conversation, il y a le groupe Facebook que j'ai créé pour l'événement. Vous pouvez échanger là-dessus. S'il y en a qui ont des questions spécifiques aussi qui popent là, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, je pourrais répondre puis donner des références aux besoins. Sur ce, un gros merci d'avoir été là. Je suis super contente. Puis, à une prochaine fois, peut-être pour la suite, quand je vais avoir terminé mon mémoire, puis je vais vous présenter les résultats finaux. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à tous. Bonne soirée.